suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Vincent-sur-Jard, un territoire situé entre Talmont et Longeville. Saint-Vincent est un lieu extrêmement intéressant puisque situé au nord du Pertuis breton, il est essentiellement ceint d'espaces naturels, l'océan d'un côté et la forêt de l'autre. C'est ici que se situe la maison et les jardins de Georges Clemenceau, une propriété entièrement façonnée par le Tigre au siècle dernier, une propriété reflet d'un homme. Bienvenue au jardin. Stéphanie, merci de nous accueillir ici au jardin de Georges Clemenceau à Saint-Vincent. Quelle est l'origine de ce site, Stéphanie ? Alors, c'est Georges Clemenceau, après la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale et les négociations du traité de Versailles, il veut retourner en Vendée. Voilà, c'était une période très intense pour lui. Il veut retourner se ressourcer sur ses terres. Il est vendéen, il est très attaché à la Vendée. Donc il va chercher une maison et en fait, par l'intermédiaire de ses amis Philippon qui habitent à la Tranche-sur-Mer, eh bien, il va trouver cet endroit. Petite maison sur la dune, il n'y avait rien. Il y avait une maison, une dune de sable, quelques cyprès de Lambert et c'est tout. Son propriétaire l'autorise à faire tous les travaux qu'il veut. Et puis il va aussi louer d'autres parcelles parce qu'en fait la maison est sur la dune, sur une parcelle bien déterminée, mais lui il veut plus d'espace, donc il va louer des parcelles, une parcelle à l'État et à un autre propriétaire privé pour avoir toute cette emprise qu'on a aujourd'hui, que l'État a racheté à la mort de Clemenceau. Est-ce qu'il a des amis, paysagistes ou autres, qui viennent ici pour l'aider? Non, je crois qu'il a sa propre idée du jardin. En fait. Ça, c'est formidable. C'est ça, c'est souvent dans l'imaginaire, parce qu'il est ami avec Claude Monet. Ah, c'est Claude Monet qui a créé le jardin, pas du tout. Il doit faire un jardin sur un sol qui est plutôt hostile. On est sur une dune de sable, alors forcément, il faut réfléchir à comment on va pouvoir planter des fleurs, puisque tout le monde lui dit qu'il est complètement fou. Mais lui, non, c'est vraiment sa création. Et c'est un jardin à l'image de Clemenceau. Ce côté rebelle, cet amour de la nature, laisser les végétaux se développer comme ils en ont envie, c'est vraiment sa création. Comment Clemenceau parle de son jardin? C'est pour lui un enchantement, une féerie. Il dit, voilà, je suis dans la féerie de mon ciel, de la mer, les fleurs. En fait, il voit ça comme un enchantement perpétuel, en fait. Quand il dit qu'il a planté 5000 glaïeuls, 1200 pieds de giroflées, quand il en voit le résultat, il s'émerveille de ça, en fait. Parce que c'est des petites choses très simples, en fait, finalement, mais qui lui procurent une joie. Voilà, c'est une joie, ouais. Et puis c'est aussi un lieu où il se ressource. Ah oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, en fait, à vous entendre parler, Stéphanie, c'est qu'on voit que lui, c'est un tout. C'est-à-dire c'est son jardin et ce paysage. Il le voit comme des tableaux. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'art, à la lumière. D'ailleurs, dans son amitié avec Monet, il dira à Monet, voilà, vous m'avez appris la lumière. Et je pense qu'ici, il a tout, en fait, cette lumière qui donne parfois telle couleur. La lumière du soir, c'est une autre couleur. Et puis là, il se pose sur son banc et il contemple, en fait. Et moi, je dis, quand il arrive ici, c'est son dernier défi. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on sent ça dans ses écrits, justement, ce défi qui se lance face à cette création? Oui, parce qu'en fait, voilà, la nature, c'est pas comme ces combats politiques où voilà, c'est un adversaire politique féroce. La nature, il doit la dompter. Et puis, elle lui fait pas de cadeau. Là. Il a fait ses plantations et puis qu'il arrive, la tempête a tout dévasté ou la mer a tout emporté. Il n'a jamais de découragement. Et je trouve que ce jardin, c'est ça aujourd'hui. C'est nous montrer, voilà, la nature, il faut vivre avec ses contraintes. Et il a réussi ce défi, en fait. Il a réussi. Clemenceau avait un jardinier, Stéphanie? Oui, alors il avait, c'est Émile Hénard qui venait s'occuper du jardin et qui plantait comme Clemenceau avait décidé qu'il fallait faire. Voilà. Et aujourd'hui, j'imagine que vous aussi, vous avez quelqu'un sur le site qui s'occupe du jardin? Alors on a Marie, voilà, qui est la gardienne du jardin et de la gardienne, voilà, de préserver l'esprit que Clemenceau voulait, donc ce jardin sauvage. Donc on pourrait penser, voilà, parce que c'est sauvage, c'est moins difficile à entretenir. C'est très difficile à entretenir, en fait, parce que garder ce côté, voilà, de fouillis, mais harmonieux, c'est très compliqué. Est-ce que vous acceptez maintenant, Stéphanie, de nous conduire jusqu'à Marie? Avec grand plaisir. Alors je vous suis.
de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Que faites-vous de vos déchets verts, de votre pelouse fraîchement tondue ou bien de vos branchages d'arbustes tout juste taillés? Lorsqu'on entretient son jardin ou son potager, on se retrouve bien souvent avec des déchets qui nous embarrassent, aussi appelés déchets verts. Mais dans une majorité de communes, l'accès en déchetterie est réglementé, soit par un nombre de passages par an, soit par un coût au passage. Ainsi, de plus en plus de particuliers cherchent à valoriser leurs déchets verts. Mais alors, comment faire? Pour ça, voici 4 options. 1. Le tas de compost. Laissez ces déchets se décomposer jusqu'à obtenir un substrat noir et assez fin. Une fois ce compost obtenu, il peut être utilisé comme amendement pour enrichir votre sol, dans votre potager, vos massifs et pour toutes sortes de plantations. Cette option permet d'améliorer la qualité de votre sol et vos rendements. 2. Le paillage, qui garde l'humidité et limite la pousse d'adventice, permet de valoriser vos résidus de tonte par exemple. Il est ainsi possible de les mettre en place au pied de vos plantations potagères. En se décomposant, la pelouse va libérer de l'azote, très utile pour vos fruits et légumes. 3. La permaculture, principe de non-travail du sol, valorise également vos déchets verts. Pour réaliser un potager en utilisant les déchets verts, vous pouvez les déposer par couches, allant du plus grossier au plus fin. Ces différentes couches vont se décomposer et se mélanger et former un substrat très intéressant pour votre culture potagère. Et enfin 4. Vous pouvez nourrir vos animaux avec vos déchets verts, tels que vos poules ou vos chèvres pour les plus grands jardins. En revanche, la valorisation de vos déchets verts présente quelques inconvénients. Ça prend de la place dans le jardin et est donc moins adapté pour les petits jardins, et il y a des mauvaises odeurs dues à la fermentation des déchets verts. Pour remédier à ça, je vous conseille un arrosage régulier et en petite quantité. En résumé, en choisissant d'utiliser vos déchets verts, vous évitez donc les détours à la déchetterie et limitez votre empreinte carbone, vous enrichissez votre sol et nourrissez vos plantes, vous faites travailler la vie microbienne de votre sol et vous limitez les arrosages car vos déchets verts vont conserver l'humidité dans le sol. Marie, je crois que vous avez l'un des plus beaux bureaux qui puisse exister. Ah, alors là, oui, c'est sûr. Parce que quand on arrive au bureau le matin, dans cet environnement, on ne peut qu'être heureux. Comment s'organise ce jardin de la maison Clémenceau? Alors, il s'organise en plusieurs parties, puisqu'il y a la partie qui accompagne le nouveau bâtiment d'accueil, par exemple. Et puis, il y a la partie qui est complètement historique, qui a été créée par Clémenceau, donc qui se situe au plus proche de la maison. Il y a aussi ce qui accompagne vers la maison et qui borde les allées, ce sont les plantations d'arbres. Voilà, et notamment ces cyprès. Clémenceau a planté le premier alignement de cyprès le long de cette allée qui mène jusqu'à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie, ce jardin est protégé? Alors, ce jardin est protégé au titre des monuments historiques, bien sûr, il est classé avec la maison, ce qui nous oblige aussi à respecter la volonté de Clémenceau. Vous, qu'est-ce que ça vous impose aujourd'hui, ce classement? Alors, ça nous impose de respecter l'architecture qu'a souhaité Clémenceau, le fleurissement, le sentiment que l'on a lorsqu'on voit le jardin aussi, sa composition paysagère, sa composition au niveau du végétal. Donc ça nous oblige à conserver également des végétaux, comme les herbes de la pampa par exemple, qui étaient présentes du temps de Clémenceau. Donc au-delà de tout ça, c'est l'histoire de ce jardin qu'il faut mettre en avant et communiquer auprès de nos visiteurs. On voit que cette nature est libre, il n'y a pas de contraintes, comme Oui. vous le dites. Est-ce qu'on pourrait le qualifier d'avant-gardiste? Il est un peu avant-gardiste puisque en fait il applique un principe qui a été initié par William Robinson et qui part d'une observation de la nature et qui constate que les végétaux qui vont le mieux se développer, ce sont les végétaux qui sont adaptés à un environnement donné, qui préconise de ne plus tailler les végétaux, de les laisser monter à graines et de laisser les graines faire leur vie. Et effectivement, les végétaux qui vont se développer dans un milieu donné seront les plus adaptés évidemment, mais seront exempts de maladies. Donc il y a tout bénéfice à utiliser la végétation spontanée. Alors évidemment, il faut faire attention, puisque il y a certains végétaux qui peuvent devenir envahissants, comme les onagres. Clémenceau parlait du jaune électrique des onagres, mais il faut faire attention qu'elles n'envahissent pas complètement le jardin, puisqu'elles se ressèment très bien. Elle est très bien adaptée au milieu et elle a tendance à proliférer. On continue, Marie, maintenant. J'aimerais bien vous m'amener dans un endroit, peut-être votre endroit préféré du jardin, un endroit où vous aimez vous poser, regarder, observer.
Alors moi, l'endroit préféré et l'endroit que j'observe le plus, évidemment, c'est la terrasse fleurie, puisqu'elle est ce qui est la plus fragile du jardin. Je vous propose de nous arrêter un instant pour retrouver Olivier qui va nous offrir une histoire de jardin. Cette histoire de jardin, je vous propose d'évoquer le séquoia géant. Le séquoia géant, il est considéré comme le roi des conifères. Il a été introduit en Europe au milieu du 19e siècle, à Londres semble-t-il en 1852, et il est disponible à Angers, dans les pépinières notamment d'André Leroy, autour de 1854-1855. En 1860, sa graine vaut à poids égal 9 fois le prix de l'or. Pourquoi un tel engouement pour le séquoia géant? Le séquoia géant, tous les châtelains en veulent un dans leur parc. Problème, c'est un arbre qui est difficile à multiplier, la culture est assez capricieuse, ce qui fait qu'il est relativement cher. C'est pour ça que dans les parcs, on va le trouver sous la forme d'arbres isolés, à Némy par exemple, ou en tout petits groupes. À Buchignon, on va en trouver quelques-uns par-ci par-là, mais jamais des grandes masses. Les bosquets ou les pseudo-forêts noires seront constitués plutôt en séquoia Saint-Père-Virens, beaucoup plus rustique, moins cher et introduit lui dès 1840. Quand vous vous promenez dans les parcs paysagers, recherchez le séquoia, c'est un arbre spectaculaire qui a une histoire originale. Marie, justement, est-ce que vous pourriez nous décrire cette composition-là qui se développe sous nos yeux? C'est la composition que je regarde le plus. Ce parterre est vraiment très important en prise directe entre la maison et la mer. Alors on a un fleurissement qui commence en février-mars et qui se poursuit, là vous voyez, jusqu'à octobre grosso modo. Là on attend la floraison des astères qui commencent un petit peu à fleurir et qui vont terminer en couleur cette floraison estivale. Donc là on a vraiment ce souhait de tableau qui était cher à Clémenceau. Exactement, puisque Clémenceau, en composant son jardin, et notamment la terrasse fleurie, a souhaité vraiment jouer avec la texture des végétaux, avec leur couleur, avec le fait qu'ils soient caducs et persistants. Il a énormément fait d'essais. Il a acheté énormément de quantité parce qu'il anticipait les pertes, mais aussi pour végétaliser l'ensemble du sol, pour éviter son échauffement et sa transpiration. Donc il utilisait déjà des techniques pointues, on va dire, pour ce jardin. Alors aujourd'hui, Marie, je vais peut-être aborder un sujet qui fâche, je ne sais pas, mais vous avez une problématique que Clémenceau n'avait pas à son époque, l'eau. L'eau, exactement. L'évolution de ce jardin, parce qu'il faut rester dans l'esprit de ce qu'a souhaité Clémenceau, par la composition florale, par le jeu des couleurs, des textures, etc. Mais il faut adapter la végétation. Effectivement, il y a 2 ans, on a connu une grosse sécheresse avec des températures très importantes et il a fallu arrêter l'arrosage du jardin. Donc moi j'étais très inquiète puisque ce jardin est quand même très fragile, au bord de mer, sur du sable, un sol très pauvre. Et donc effectivement cette problématique est bien réelle et bien concrète. Et donc là nous allons travailler avec le Conservatoire national de Brest pour justement voir comment on peut introduire des végétaux, pour rester dans l'esprit de ce qu'a souhaité Clémenceau, des végétaux qui n'existaient peut-être pas à l'époque de Clémenceau, mais qui seront bien adaptés au milieu. Marie, on a parlé donc du jardin du XXe siècle, on a parlé du jardin d'aujourd'hui et le jardin de demain. Quels sont vos projets? Alors le jardin de demain, c'est faire aboutir les dossiers en cours avec le Conservatoire national botanique de Brest. Bien sûr. On fait un travail également avec la LPO. Intéressant. Ça. Donc ça c'est très intéressant. Alors on a déjà des retours oraux où les intervenants nous disent que c'est très riche au niveau de la faune, au niveau des insectes, au niveau des oiseaux, etc. Qu'on est vraiment un lieu de migration. Donc ça c'est très intéressant. Et puis aussi, c'est de monter ce dossier de jardin remarquable qui mettrait en avant encore plus ces jardins qui sont uniques et très particuliers. Un label qui serait amplement justifié. J'espère, je pense. Puis une merveilleuse reconnaissance pour tout votre travail aussi, Marie. Exactement, oui, tout à fait. Écoutez, merci en tout cas
Ben, pour je vous en prie, pour cette avec visite. plaisir. Bon courage. On espère vraiment que tous ces projets aboutiront. Ce sera peut-être l'occasion de revenir vous revoir. Eh bien, écoutez, avec Je plaisir. le souhaite, On en vous tout cas. accueillera avec plaisir. Si vous voulez voir l'évolution de ces projets et du Ouais. jardin, ben, on vous invite à venir quand vous voulez. Merci infiniment, Marie. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous l'aurez compris, cette maison et son jardin sont assurément aujourd'hui une pépite patrimoniale labellisée Maison des Illustres. Appartenant au Centre des Monuments Nationaux, la maison et ses jardins sont ouverts à l'année. Visite libre ou commentée, laissez-vous séduire par cet écrin paysager. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par cette villégiature où Clémenceau se ressourça les 10 dernières années de sa vie. Et on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.